Vous écoutez Procrastination, épisode 13. Conseils de survie pour les personnages. Podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Laurent Jeunefort et Lionel Debus. Il est temps qu'on parle des personnages, et c'est un sujet extrêmement vaste auquel on reviendra à longtemps. Mais pour attaquer, on pensait attaquer par des conseils de survie pour les personnages. Alors, il ne s'agit pas de conseils de survie donnés aux personnages, bien entendu, mais pour l'auteur de ceux-ci, histoire de lancer la discussion sur ce très vaste sujet qui nous ouvrira probablement des tas de boîtes de Pandore et de sujets à reprendre, mais pour lancer sur l'approche sur les personnages, et donc finalement peut-être prendre le processus à l'envers. C'est si il y avait une poignée, 1, 2, 3 conseils à donner sur de retirer de l'expérience sur la construction, la mise en scène, etc. des personnages, quels seraient-ils? Fichtre. vaste programme. Allez, je me lance. Allez. Vas-y. Je crois que en premier conseil, je dirais de ne pas tout balancer en même temps. C'est-à-dire la description physique, les manies, les tics verbaux, voilà, ce genre de choses, mais distiller les infos en fait, sur le personnage. Ouais. En fait, le personnage, il doit. Oui, Il n'y a pas de devoir absolu, chacun fait comme de la façon la plus naturelle par rapport à son écriture, mais en tout cas, cette notion de distiller les infos, c'est simplement en fait d'amener de façon naturelle et presque cinématographique un personnage dans une histoire. C'est une sorte d'introduction dans l'histoire en fait. Et que ça se fasse au moment où ça fait sens, par exemple, le fait que le personnage est tel tic, etc. Quand l'histoire le requiert, mais avec le piège, enfin, en faisant attention de ne pas tomber dans le piège de l'utilitarisme, qui est un piège qu'on trouve dans beaucoup de séries américaines, de romans aussi, où par exemple quand les phobies servent à dénouer un tel ou tel truc, où on s'aperçoit que c'est mécanique. C'est-à-dire que tout ne doit pas forcément servir l'histoire. Ouais. Sinon ça devient mécanique. Ça Voilà. nous ouvre une boîte de Pandore d'ailleurs sur la promesse narrative, qui est que Twain disait, si je me trompe pas, c'est Twain qui disait contrairement à la réalité, la fiction est tenue à la cohérence. Alors, je le cite de travers, mais c'est à peu près ça l'idée. Et cette notion donc que quand il y a une cause dans un récit, il faut qu'il y ait une conséquence, a été finalement poussée au maximum par une certaine école américaine d'écriture, et notamment les scénaristes d'Hollywood, où le moindre détail va servir derrière, et ça devient téléphoné, et le public s'en doute maintenant. Oui, voilà, exactement. Et au contraire, donner l'impression d'en laisser, justement, va rajouter du sous-texte, va rajouter une épaisseur, d'abord que permet le roman, que permet la longueur du roman. Et donc voilà. En fait, il faut simplement penser le personnage comme s'il vivait vraiment, tout simplement. Ouais. Et on ne connaît jamais complètement la personne qu'on a en face de soi, tout bêtement. Et donc, c'est une façon de le traiter de façon réaliste, tout simplement. Le fait de donner l'impression d'en laisser. C'est drôle, ce que tu disais sur rendre un personnage vivant embraye un peu sur un des conseils que j'avais. Et en fait, moi c'est curieux parce que c'est vraiment ce qui m'est venu en priorité et qui presque a pris toute la place en préparant l'épisode. Et pourtant, j'appellerais pas ça un conseil de base en fait. Ouais. Mais en fait, je bloque sur énormément de personnages en fiction qui sont trop schématiques parce qu'ils sont logiques. Ils ont par exemple, un personnage apprend une mauvaise nouvelle ou la mort de quelqu'un, il est triste. Il est, il y a une espèce de lien de cause à effet comme ça qui est trop simple. Alors que ce qui fait l'être humain n'est pas aussi simple, il n'est pas aussi complexe. Puis il est plus rugueux. Oui. Si les personnages réagissent de façon mécanique, ça rend tout ça très lisse. Oui. Et donc effectivement, les personnages ne sont plus que des mécaniques narratives à ce moment-là. Oui. Et du coup, moi, un conseil que je donnerais, je me suis retrouvée à donner à des étudiants récemment et j'y réfléchis encore beaucoup, c'est de réfléchir, à la limite, s'étudier soi-même ou son environnement. Réfléchissez à tous les moments où vous avez eu, je sais pas, des réactions que vous n'avez pas assumées, des moments où on devrait ressentir ça, mais on ressent l'inverse. Je sais pas, on apprend la mort de quelqu'un, on n'a pas de la tristesse, on a de la colère, ou
on ressent rien, ça arrive aussi. Et c'est des choses qui vont tout ce qui nous a saisis, comme ça, tous les moments où quelque chose s'est pas passé comme ça devrait, en théorie, etc., insuffler toutes ces choses-là dans les personnages, en fait. Et pour moi, c'est souvent ça qui les rend vivants. C'est quand on sent qu'il y a la matière derrière. Bah, je suis entièrement... on a un petit peu parlé d'émergence organique dans les épisodes précédents. Moi, je vous rejoins totalement sur cette notion d'émergence. Pour moi, des deux trucs qui sont fondamentaux dans la créature... Dans la créature. Oh, qu'elle est rigolo, ce qu'il est rigolo, le lapsus. Dans la création d'un personnage, c'est ce qu'il veut et d'où il vient. C'est qu'est-ce qu'il veut, c'est-à-dire quel est le moteur dans son existence. C'est les moteurs internes, ça peut être sa motivation, ses désirs, etc. Et puis extérieur, on veut le tuer, il faut qu'il aille récupérer un héritage, je sais pas, n'importe quoi. Et c'est son attitude face au monde. Et d'où il vient, ça fixe le comment et le pourquoi. Quelle est sa vision du monde, grande et petite, est-ce qu'il croit en Dieu, est-ce qu'il aime les frites, etc. Et qu'est-ce qu'il sait faire et d'où il vient, ses aptitudes et compétences, si on reprend les termes un peu du jeu de rôle par exemple, qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il peut faire et à quel niveau, qu'est-ce qu'il veut et d'où il vient, et puis là, le jeter dans le monde et voir ce qui se passe. Et à nouveau, là, cette émergence, elle va être organique. S'il aime pas les frites, à la rigueur, ça va peut-être jamais apparaître et c'est pas grave. Qu'est-ce qui compte dans le fait qu'il soit jeté dans le bain et sa confrontation au monde, et ce qu'il est va émerger organiquement de ça à partir du moment où on le cerne un peu. Ah bah c'est un élément exact, c'est l'élément que je voulais que je comptais donner en deux. On ne s'est pas concerté, mais je l'avais sous un autre angle aussi. Pour rejoindre, même si le personnage doit pouvoir tenir debout sans la béquille de l'histoire, il faut considérer le personnage comme jamais seul. Il ne faut pas le considérer en soi, et il faut penser aux interactions, tout simplement. Votre personnage, sauf si on fait une histoire à un seul personnage, ça m'est arrivé, hein, j'ai fait un roman où il n'y a qu'un seul personnage, d'un bout à l'autre du roman. Donne-nous le titre pour que... Ça s'appelait L'homme qui n'existait plus, qui raconte l'histoire du gérant d'une station spatiale et qui se retrouve... échoué un peu, c'est une sorte de Robinsonade, comme une sorte de Robinson Crusoe spatial, et il se retrouve tout seul dans cette station. Donc là, effectivement, là, pour le coup, il faut le penser en soi. Mais pour tout le reste, on est dans un cas extrême, pour tout le reste, votre personnage, il interagira avec son milieu. Et il peut évoluer aussi. Il faut penser que en général, quand il y a une histoire, c'est que il va y avoir des événements importants. Alors ça dépend où est-ce qu'on place l'importance. L'envergure n'est pas forcément liée à l'importance. Ça nous emmène sur la question des enjeux. Mais au moins l'histoire a de l'importance pour les personnages. Sinon, qu'est-ce qu'ils font là, à la rigueur? Ils justifient pas leur salaire narratif au moins. Donc les événements peuvent avoir une influence sur eux et les changer. Ou pas, d'ailleurs. Mais c'est le personnage non plus, c'est pas un bloc monolithique, bien sûr, qui est amené à ne réagir que d'une seule manière. Sauf si c'est, je sais pas, Conan le Barbare, par exemple. En tout cas, dans la version film. Et les interactions aussi. Et ce qui est intéressant dans les interactions, mais alors là, c'est un sujet, je crois qu'on pourrait presque y faire un épisode tellement c'est vaste, c'est garder en tête que les interactions sont pas nécessairement... tous les personnages évoluent chacun de son côté. Et... c'est marrant, je me suis retrouvée à beaucoup, en réfléchissant aux personnages, à revenir à des références très précises qui n'ont rien à voir, l'une Harry Potter et l'autre Buffy contre les vampires, que je conseille à toute personne qui s'intéresse à la création de personnages, parce qu'il y a tout là-dedans, et qui montre notamment comment une relation d'amitié va évoluer, parce qu'un personnage, à un moment donné de sa vie, n'est pas au même stade que le personnage d'à côté, et tout ça va créer des tensions, des choses, et une erreur qui est souvent faite par des débutants, pas que débutants d'ailleurs, c'est qu'on va avoir un héros, et les personnages autour interagissent avec le héros, mais ils ne sont que des faire-valoir, ils n'ont pas leur propre vie, leur propre existence, et du coup, ça sonne faux, en fait. Tout à fait. Et ça nous amène par la tangente aussi sur la notion de conflit en narration, qui est souvent mal comprise. On pense qu'un conflit, on pense tout de suite conflit géopolitique international, donc c'est forcément le héros qui est poursuivi par les tueurs du KGB. Ou coup de poing dans la figure. Ou coup de poing dans la figure, voilà, ou il faut qu'il aille tuer le méchant pour que ça se passe bien, un peu en mode Jason Bourne. Le conflit en narration, c'est pas que ça, c'est même ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. La partie, à mon sens, plus intéressante, c'est tous les conflits subtils, c'est-à-dire un conflit pour moi plus intéressant, c'est pas A veut casser la figure à B, c'est par exemple A et B se trouvent forcés de travailler ensemble et se détestent.
Donc comment est-ce qu'ils vont réussir à atteindre un but commun? C'est ça qui va mettre en valeur les personnages de façon intéressante à travers ce qu'ils sont, et une histoire peut émerger quasiment que de ça. Oui, et puis c'est une façon de montrer le caractère en action. Oui. Plutôt que de décrire un caractère, on va le montrer en action. On n'a pas besoin en fait de dire que quelqu'un est colérique. Il suffit qu'il se mette en colère sur des situations clés, et on voit bien en fait. Donc et c'est peut-être aussi ça un conseil à donner, c'est que plutôt que de décrire, montrer en action. Et on en revient au show dans le tel d'un épisode. Oui, tout à fait. Et ça nous amènera aussi à l'épisode sur les dialogues qui arrivera plus tard. Je voulais revenir en fait tout à l'heure sur ce que tu disais sur que veut un personnage, d'où il vient, etc. Moi j'avais noté ça en fait en préparant, parce que j'avais le même conseil mais autrement, en termes de dire qu'un personnage a une histoire, mais ça peut être mal compris ça. Et je parlais donc de l'exemple de Harry Potter que j'avais cité à des étudiants récemment, où je leur disais la différence entre pour moi un personnage très vivant et un autre. Une histoire, c'est pas nécessairement celle de Harry qui a ses parents assassinés, il y a une prophétie, il y a tout ça, ça marche. Mais pour moi, c'est un personnage moins vivant que Ron et Hermione à côté, qui a priori sont les faire valoir tout ce qu'on veut, mais qui ont une histoire, qui ont un contexte, qui va être pour l'une, je suis la seule sorcière dans une famille où personne ne l'est, donc complexe d'infériorité, donc je veux être la première partout. Ron qui vient d'une famille pauvre, tout le monde se refile les vêtements, tout ça, et il y a des tensions de lutte des classes et tout ça. Et pour moi, ces petits éléments-là sont une histoire aussi forte que on a tué mes parents et le grand méchant. Mais ça, c'est un peu l'apport du roman par rapport au conte. C'est-à-dire que tous les intervenants d'une histoire peuvent être de véritables personnages, et pas uniquement des simples fonctions narratives. On peut développer n'importe quel personnage, quel que soit son rôle dans l'histoire. C'est ça peut-être la force du roman aussi, la force du roman moderne par rapport à la chanson de geste, aux formes primitives de fiction, ou à l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Et il y a quantité d'auteurs anciens et modernes qui disent tous qu'ils ont au moins un personnage qui un jour s'est imposé dans l'histoire, un personnage secondaire qui passait par là, et qui d'un seul coup est devenu un personnage primordial qui parfois a eu ses propres séries au point d'éclipser le projet d'origine. Mais pour revenir en arrière, ce sur quoi je voulais vraiment insister, c'est que considérer qu'on donne quelque chose, cette espèce de force motrice qui va guider un personnage, ça doit pas nécessairement être quelque chose de grandiose, de dramatique. Non, ça peut reposer vraiment sur des choses minuscules, mais qui vont vraiment être la logique interne du personnage et qui peuvent prendre toute la place finalement. Je pense que ça nous ramène, je pense là tout de suite, parce qu'il y a un exemple que, si on prend pour les exemples en atelier d'écriture sur les personnages, moi je mets aussi, et je suis bête de pas l'avoir mis, mais c'est sous-jacent à la notion de volonté du personnage, c'est la notion d'enjeu. Et l'enjeu, c'est pas forcément quelque chose de cataclysmique. C'est pas forcément le monde va être détruit et il faut vite sauver le monde en 24 heures. Ça peut être à l'autre extrémité totale, ça peut être une petite fille riche qui doit absolument réussir son contrôle de maths parce qu'on va lui offrir un poney. Ce qui est tout sauf apocalyptique. Ça dépend de votre vision du monde, mais bon. Mais pour elle, ça l'est. Parce que le poney, c'est le rêve de sa vie. Non, mais dans les romances, les enjeux, c'est sortir avec son copain. Exactement. Donc, on n'est pas dans sauver le monde, clairement. J'avais lu il y a pas longtemps un conseil d'écriture qui m'avait un peu énervé, qui était en gros pour que le lecteur s'attache au personnage, mettez-le en danger. Et moi, j'avais trouvé ça assez simpliste en fait comme conseil, parce que non, on peut aboutir justement à des clichés si on prend ça de manière trop littérale, je dirais. Alors j'aurais tendance à dire, pour qu'il alors je sais pas de qui est le truc, mais je vais honteusement me permettre de reformuler, j'aurais tendance à dire, pour le rendre intéressant, mettez-le en conflit. Plutôt, voilà. Ce qui est pas du tout la même chose. Parce qu'en plus, un personnage qu'on met en danger en permanence, moi ça me le rend, je sais pas, ça peut le rendre extrêmement antipathique très vite. Et au bout d'un moment, on s'y intéresse plus. Oui, complètement. Et un bon personnage n'est pas forcément un personnage sympathique, sinon il n'y aurait pas d'anti-héros. Et il est haï par le monde entier, mais j'ai déjà dû citer l'exemple, mais pour moi, c'est un excellent exemple d'écriture. Geoffrey Baratheon est absolument haï et détesté, mais c'est un personnage au sens littéraire que tout le monde connaît. Tout le monde adore haïr, justement. C'est ça, et c'est un excellent personnage, c'est parce que il est parfaitement
Alors, pour le coup, il est cohérent, mais il tient sur ses deux pieds, il est parfaitement compréhensible, il est très fort, et il est... Alors, certes, il a quand même une importance sur le royaume, mais à la rigueur, il nous scandalise davantage par son quotidien qu'à travers son influence sur le royaume. Puisque finalement, c'est pas lui qui gouverne. Ça, je pense qu'on en parlera dans l'épisode suivant. Tout à fait. Une petite citation pour terminer ? Allez, je m'y colle. Une citation d'André Malraux. Allez, faisons dans le grand aussi. Hein. Oui. Voilà. Un personnage n'est pas un individu en mieux. C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez écrire.